En une période comme celle-ci, on peut bien se demander comment est-ce qu'on doit se comporter. On est dans une période où le marché est en train d'aller dans tous les sens. À un moment donné, ça pump, à un moment donné, ça perd encore rapidement de sa valeur. Ce sont les comportements qu'on observe généralement quand on est dans ce qu'on appelle un bear market. On définit parfois le bear market par rapport à une perte de 20% sur son prix le plus haut. Ça veut dire que si une monnaie atteint par exemple 100 $, et que ça descend jusqu'autour de 80 $, alors elle a perdu 20% sur son prix précédent. Et alors, on peut qualifier cela de bear market. Mais ça, c'est la façon classique de définir les cryptos, de définir le bear market de façon globale dans les autres marchés, les stocks. Mais dans les crypto-monnaies, c'est quelque chose qu'on voit arriver quotidiennement. Il y a plein de crypto-monnaies qui prennent 20% aujourd'hui et qui perdent 40% le lendemain, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on se base donc uniquement sur cette analyse-là, on pourrait donc dire qu'on est dans un bear market de façon constante et de façon régulière dans les crypto-monnaies. Donc, les définitions des marchés classiques, ça ne peut pas s'appliquer aux crypto-monnaies. Mais maintenant, comment est-ce qu'on définit le bear market dans les crypto-monnaies? Dans les crypto-monnaies, on définit le bear market généralement par rapport à une succession de pertes de valeur pendant une certaine période. Si pendant une semaine, 2 semaines, on voit qu'il y a une succession de pertes de valeur, on peut déjà qualifier qu'on est en train d'entrer dans le bear market. Et ça s'observe parfois en regardant une analyse technique. On regarde qu'on a cassé les supports, on est en train d'aller plus bas dans les supports. Et dans le cas du Bitcoin, les supports ont déjà été cassés à plusieurs reprises. Ce qui peut donc clairement être un signe qui dit qu'on est dans un bear market. Mais pour combien de temps? Il faudrait bien évidemment se poser cette question. Bear market, généralement, ça prend combien de temps? Et pour répondre à cette question, on va aller dans l'analyse du marché en tant que cycle. Le marché fonctionne généralement en cycle. Dans les crypto-monnaies, le cycle, c'est 4 ans. Et 4 ans, tout simplement parce que c'est la période pendant laquelle il y a le halving. Et le halving se fait sur le Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est la monnaie qui domine et qui dirige le marché. Si le Bitcoin perd beaucoup de valeur, les crypto-monnaies de façon globale vont perdre encore beaucoup plus de valeur que le Bitcoin. C'est la raison pour laquelle on qualifie le Bitcoin d'une réserve de valeur. Parce que quand le Bitcoin perd ne serait-ce que 20%, plein de crypto-monnaies vont perdre 40, 50, 60%. Et alors la stratégie des bons investisseurs, des bons traders, c'est d'accumuler ces monnaies-là qui ne perdent pas beaucoup de valeur. Quand ils vont s'exposer sur d'autres monnaies et après un certain temps, ils vont revenir sur les crypto-monnaies qui permettent de conserver la valeur. Je parle de l'Ethereum, je parle du Bitcoin et je parle encore parfois des stablecoins par exemple. Bon, sans mettre UST bien évidemment dans ces listes. Et donc, quand on arrive donc à cet instant-là, on peut se dire, ok, comment est-ce que le marché fonctionne? Dans les cycles du halving, comme j'ai dit tantôt, la moitié de ce qu'on donne aux mineurs ce qu'on donne aux mineurs est divisé par 2. Ça veut dire quoi? Si on donnait 10 bitcoins, parce qu'à l'heure actuelle où nous sommes en train de parler, c'est 6,25 bitcoins qu'on redistribue à tous les mineurs chaque 10 minutes. Donc, le halving, cette quantité-là qui est redistribuée aux mineurs va donc être divisée par 2. Et comme c'est divisé par 2, pour que le minage soit encore rentable, logiquement, il faudrait que le prix de la crypto-monnaie augmente. C'est donc les questions parfois que les gens posent en se disant, ok, vu qu'on va diviser chaque fois par 2 et qu'autour de 2124, on n'aura plus de bitcoins qui seront minés, comment est-ce que les mineurs vont se récompenser? Il y a dans une transaction, on paye des frais de transaction et ces frais de transaction-là, si le prix du bitcoin est assez élevé, ces frais de transaction seront assez considérables déjà pour désintéresser les mineurs. Ça, c'est donc. De deux, au fur et à mesure qu'on augmente, le volume de transactions augmente. Plus le volume de transactions augmente, plus les mineurs peuvent donc encore se faire beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'à la longue, s'il y a bien plus de personnes dans les crypto-monnaies, dans l'écosystème des crypto-monnaies, même si la blockchain ne donne plus de revenus aux mineurs, ça sera encore rentable pour les mineurs en se basant sur la quantité de transactions qui est faite. Mais comme le marché fonctionne en cycle et que le halving, c'est généralement après 4 ans, si on observe les précédents cycles, le cycle de 2016 en 2020 a connu une période de croissance autour de 2017. Fin 2017, donc autour de novembre 2017,
le Bitcoin a atteint le record de 20 000 dollars. On était en fin de la deuxième année du cycle. Et après, dans cette fin de deuxième année du cycle, on a eu 3 ans de bear market. Donc, on a eu 2018, 2019 et c'est la fin 2018, 2019, 2020. Et c'est vers la fin de 2020 que la monnaie a commencé encore à prendre de la valeur. Dans le cycle précédent qui s'est terminé en 2000, dans le cycle actuel dans lequel on est, ça a commencé en 2020. Et en 2020, on a atteint les sommets, les records à fin d'année 2020, début 2021. Donc autour de mi-2021, on a atteint le pic de 69 000 dollars, environ 70 000 dollars. Vous voyez que c'est arrivé à la deuxième année du cycle. Donc on va attendre probablement 2021, 2022, 2023, 2024 parce que le cycle va se terminer en 2024. Et c'est alors probablement autour de 2025, la première année du cycle suivant, qu'on pourra encore retrouver les hauts sommets du Bitcoin. Donc pour ceux qui pensent qu'on est déjà allé trop bas et que forcément on va remonter, c'est peut-être ne pas connaître comment les cycles des crypto-monnaies fonctionnent. Généralement, on connaît les ATH, les prix les plus hauts dans un cycle à la deuxième année du cycle. Parce que la première année, quand le halving est fait, il n'y a pas directement impact sur le marché. Mais ça commence déjà à réduire, ça commence déjà à se ressentir au niveau des mineurs. Et alors, pour que ce soit un peu encore plus rentable pour les mineurs, certains vont commencer à débrancher les machines, certains vont commencer à voir comment partir ou bien à chercher des alternatives, aller miner d'autres choses. Et c'est comme ça que au fur et à mesure que ces débranchements-là se font, les gens vont commencer à venir pour sauvegarder, pour sauver le Bitcoin. Et c'est comme ça que le prix du Bitcoin va monter et atteindre les sommets. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais bon, de façon globale, on est en la deuxième année du cycle pour généralement atteindre les prix les plus hauts. Ça veut dire que si on se base sur ces analyses des deux cycles précédents, alors on pourra atteindre le sommet dans le prochain cycle et non plus dans ce cycle-ci. Et à combien est-ce qu'on pourra encore aller plus bas dans le marché actuel? On est actuellement à un Bitcoin qui est autour de 31 000 dollars, qui oscille dans les 28 000, 31 000 dollars par exemple. Mais on pourrait peut-être encore aller bien plus bas parce qu'on est en début de descente. On est en début de descente, on pourra encore continuer d'aller plus bas jusqu'à ce qu'on atteigne parfois ce qu'on estime le pic de l'année dernière qui est autour de 20 000 dollars. Donc, si on est déjà autour de 20 000 dollars, il y a plein d'entreprises qui vont peut-être jeter l'éponge parce que le Bitcoin sera plus profitable pour eux, pour elles, parce qu'elles ont un coût moyen d'acquisition de Bitcoin qui est autour de 22 000 dollars. On parle par exemple de MicroStrategy qui a accumulé beaucoup de Bitcoin et le coût moyen de ses acquisitions de Bitcoin, c'est autour de 22 000 dollars. Ça veut dire que si le Bitcoin passe en dessous de 22 000 dollars, MicroStrategy pourrait être obligé de vendre ses bitcoins, bien évidemment, peut-être pour acheter plus bas, on ne sait pas. Mais il faut donc comprendre un peu comment fonctionne ce cycle-là et se dire, on peut encore aller plus bas. Et si on peut aller plus bas, comment est-ce qu'on peut se comporter donc en tant qu'investisseur ou bien en tant que trader? Bon, je ne vais pas beaucoup plus me focaliser sur le trader parce que le trader, lui, il peut avoir les bénéfices dans les crypto-monnaies dans les deux sens. Que ce soit la hausse, que ce soit la baisse, pour un bon trader, lui, il s'est fait de l'argent. Mais pour un investisseur, lui, il est sur les tendances haussières. Il se focalise, son focus c'est sur le long terme. Son focus c'est les tendances haussières. Et alors, comme on est dans une tendance baissière, qu'est-ce qu'il peut faire? Déjà, premièrement, il doit revoir la qualité des crypto-monnaies qu'il a dans son portefeuille. Parce que quand on est en période de bear market, il y a plein de crypto-monnaies qui vont aller mourir. Il y a plein de crypto-monnaies qui vont entrer en gare et qui ne vont plus jamais redémarrer. Donc, il faudrait faire un toilettage de son portefeuille et essayer de voir à combien on a acquis ces crypto-monnaies. Si vous ne notez pas à combien vous avez acquis vos crypto-monnaies, je suis désolé, vous n'êtes pas un bon investisseur. Une personne qui investit doit clairement noter à chaque fois à quel prix il a acquis sa crypto-monnaie. Ça lui permet déjà d'évaluer son portefeuille, de savoir s'il est toujours en profit ou bien s'il est en baisse. Et s'il est en baisse, il peut donc optimiser sa stratégie dans l'optique de rentabiliser encore plus son portefeuille. Donc, il va déjà essayer de voir quelles sont les crypto-monnaies qu'il a dans son portefeuille. Est-ce qu'il y a certaines crypto-monnaies qui n'ont pas de potentiel, mais il est quand même rentable là-dessus?
Et quand il voit qu'il est quand même rentable sur certaines crypto-monnaies qui n'ont plus de potentiel, même s'il veut les avoir sur le long terme, il peut d'abord stabiliser un peu de valeur de ces crypto-monnaies-là sur ce qu'il a déjà quand même eu comme rentabilité parce qu'on peut encore aller plus bas. Et si on va encore plus bas et que ce sont des crypto-monnaies qu'il veut bien acquérir, il faudrait bien qu'il buy des dips parce que ça va encore go deep, ça va peut-être encore aller plus bas. Et si ça va encore plus bas et que vous n'avez pas de stablecoin dans votre portefeuille, ce sera juste dommage. Vous allez voir des opportunités passer devant vous. La crypto-monnaie que vous avez achetée à $100, ça va jusqu'à $20, jusqu'à $10 par exemple, mais vous n'avez pas les moyens d'acheter parce que vous n'avez plus de réserve derrière par exemple. Donc, on recommande toujours pour un investisseur, bien que je ne suis pas un conseiller financier, bien évidemment, ce sont des stratégies que je partage. Donc, on recommande pour un investisseur parfois d'avoir toujours des crypto-monnaies stables dans son portefeuille. Ça lui permettra de saisir des opportunités quand bien ces opportunités se présenteront. Ça, c'est d'un. De deux, ne pas laisser dormir les crypto-monnaies dans son portefeuille. Allez faire du staking, allez faire du lending, allez prêter vos crypto-monnaies dans un protocole pour générer les intérêts passifs avec. On parle de Venus, on parle de AV, on parle de Compound, on parle de Curve Finance, on parle de bien de plateformes là qui permettent de déposer votre crypto-monnaie là-bas et générer quelques intérêts avec. Ça, c'est les stratégies d'optimisation sur la quantité. J'ai la crypto-monnaie dans mon portefeuille, je veux conserver cela sur le long terme. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas vendre. J'ai deux possibilités. Soit je laisse ça tout simplement dormir dans mon portefeuille et j'aurai la même quantité dans 10 ans. Soit je vais déposer cela dans un protocole. Il faut choisir minutieusement le protocole parce qu'il y a beaucoup de protocoles d'arnaque qui vont être là simplement pour vous grappiller la crypto-monnaie. Venez déposer votre crypto-monnaie ici avec les intérêts tellement élevés et après la plateforme peut fermer. Donc il faut choisir minutieusement la plateforme sur laquelle on dépose sa crypto-monnaie dans l'optique de générer des revenus passifs avec. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité qui est autant risquée aussi, c'est de faire du farming, du yield farming en couplant les crypto-monnaies. J'ai du BNB, j'ai du USDT dans mon portefeuille. Si je couple ces deux crypto-monnaies, je peux avoir jusqu'à 4 fois plus que si je mets simplement le BNB en staking ou bien si je mets simplement le USDT en staking par exemple. Ça va me donner bien plus, mais il faut comprendre le risque qu'il y a derrière ça, c'est l'impermanent loss. Et l'impermanent loss, ça peut faire en sorte que vous perdez majoritairement, bien que vous avez généré des revenus avec. Vous pouvez penser être en train de gagner alors que vous êtes en train de perdre sur la valeur. L'impermanent loss, c'est très très dangereux, c'est très très risqué. Donc il faudrait comprendre cela, comprendre comment ça fonctionne pour éviter de se faire prendre par cette grosse perte-là qui peut parfois survenir simplement en couplant les crypto-monnaies. Voilà une autre possibilité. Et si vous ne savez pas comment tout ça fonctionne et que vous avez besoin que je vous accompagne, il y a une formation qui va se tenir du côté de Douala en G. Le lien est en description de cette vidéo. Et également, si vous êtes en ligne, vous pouvez prendre la formation. Il y a déjà une série de 60 vidéos qui ont été enregistrées avec des stratégies et vous expliquer comment l'écosystème fonctionne pour pouvoir mieux sélectionner vos crypto-monnaies et mieux sélectionner les plateformes sur lesquelles vous pouvez justement faire ce que je viens d'expliquer tantôt. Avec les stratégies pour pouvoir même éviter l'impermanent loss, comment se comporter face à une impermanent loss. Ce sont des choses que je partage dans la formation. J'ai déjà tellement partagé ça sur la chaîne et donc maintenant je partage ça dans la formation. Donc, si vous n'avez pas le temps de passer par la tonne de vidéos qui existent déjà, alors il est important de se former pour éviter de faire des erreurs aussi bêtes qu'on peut parfois voir certaines personnes faire dans l'écosystème, bien évidemment. Donc, voilà un peu comment on peut se comporter en cette période-ci. On recentre son portefeuille majoritairement sur les crypto-monnaies qui ont les fondamentaux assez solides en se disant, même si la tempête est autant grave dans l'écosystème des crypto-monnaies, on est sûr, on est convaincu que ces crypto-monnaies pourraient traverser la tempête. Parce que si vous avez des crypto-monnaies qui ne peuvent pas traverser la tempête, alors ces crypto-monnaies vont mourir et vont être balayées comme ça quand le marché va se porter très mal. Donc pour ceux qui sont dans les shitcoins, j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous, bien évidemment. Les shitcoins, c'est ce qui meurt en premier. Il y a quelques shitcoins qui vont traverser cette tempête-là parce que plein de projets vont fermer. Plein de projets, quand ils vont voir que c'est plus rentable, ils vont tout simplement fermer. Parce qu'ils n'étaient pas là dans l'optique de créer quelque chose de substantiel. Ils vous ont fait miroiter des choses qu'ils voulaient construire. Ils vous ont dit on veut construire ça, on veut construire ceci, on veut construire... Et vous voyez, les choses sont tellement bien. Mais ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de profiter de la tendance. Et quand la tendance n'est pas bonne, qu'est-ce que ce genre de projet font? Ce genre de projet, généralement,
ils sortent du marché. Et quand ils sortent du marché, c'est vous qui restez avec les crypto-monnaies qui ne valent plus rien par la suite. Donc faites très attention avec les crypto-monnaies que vous mettez dans vos portefeuilles. Je ne suis pas en train de donner des conseils, de leçons, de morale, de leçons à qui que ce soit. Chacun achète ce qu'il veut, mais il faudrait bien évidemment savoir ce que vous mettez dans votre portefeuille. Si vous avez un shitcoin dans votre portefeuille, c'est important de savoir que j'ai un shitcoin. Parce que si vous avez quelque chose et que vous pensez que c'est de l'or alors que ce n'est pas de l'or, c'est vraiment dommage. Mais si déjà vous savez que ce n'est pas de l'or et que vous savez comment vous comporter face à cela, c'est encore mieux, bien évidemment. Donc, si vous ne savez pas comment évaluer les crypto-monnaies, c'est ce qu'on a déjà fait sur la chaîne, c'est ce qu'on fait également pendant la formation qui est en description de la vidéo. D'ici à là, porte-toi bien, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et rejoins-nous dans notre groupe Telegram qui est également en description de cette vidéo. Le guide gratuit du débutant est là en description de la vidéo et ça t'attend. Va en description, prends ce guide gratuit, essaie déjà de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie et si tu veux encore aller plus loin, tu prends une formation. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.